Bonsoir à tous. 705 nouveaux gendarmes intègrent les rangs. Ils sortent fraîchement de l'école de gendarmerie de Torogwe à Daloa. Ils ont prêté serment d'allégeance à l'État de Côte d'Ivoire, une semaine après la sortie de 700 élèves sous-officiers à Abidjan. Le Nigeria n'est plus la première puissance économique sur le continent africain. À cause notamment de la chute des coûts du pétrole, de l'insécurité et de l'inflation, le pays ne fait plus rêver les investisseurs. L'Afrique du Sud est désormais en tête. La Commission électorale indépendante CEI remet une liste électorale provisoire aux partis politiques ivoiriens. La prochaine étape de cette opération de révision est consacrée au contentieux. Le chronogramme a été communiqué aux partis politiques. Au niveau de l'échangeur de la Riviera 2, ouvert à la circulation depuis 2014, les piétons avaient la mauvaise habitude de risquer leur vie en traversant la chaussée. Une grille de 5 km vient désormais leur barrer la route et les obliger à emprunter le pont piéton. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi 19 août. Merci d'être sur RTI 1. Démarrant à la gendarmerie nationale, 705 stagiaires de l'école de gendarmerie de Torogwe à Daloa ont prêté serment d'allégeance à l'État de Côte d'Ivoire. Il y a une semaine, c'était la sortie de 700 élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Le ministre chargé de la Défense a fait des recommandations aux deux promotions. Abou Sanogo. Les honneurs militaires au ministre chargé de la Défense Alain Richard Donvaï et les mots de bienvenue du lieutenant-colonel Konesuna, commandant l'école de gendarmerie de Torogwe, ont fait place au baptême des élèves sous-officiers de première année, promotion 2015-2017. Monsieur l'élève sous-officier de première année, votre promotion portera le nom du maréchal des logis Kwasi Yao Jean-Michel. Élève sous-officier de la promotion, maréchal des logis Kwasi Yao Jean-Michel, debout! Désormais sortis de l'anonymat, ces 407 élèves gendarmes de la 17e promotion, dont 17 jeunes filles, ont reçu de leurs anciens le glaive, symbole de la gendarmerie et dont ils auront la garde une année durant. Saisissant l'occasion, Alain Richard Donvaï a donné l'assurance que des actions sont menées au quotidien par le gouvernement pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Les coupeurs de route, le phénomène des enfants délinquants et particulièrement la menace terroriste. Aux élèves de première année, le ministre chargé de la Défense a recommandé la discipline, le travail et toujours la disponibilité à l'image du maréchal des logis Kwasi Yao Jean-Michel, dont il porte le nom. Servir la nation avec honneur et fidélité. Tel est le serment que les 705 élèves sous-officiers de la 16e promotion de l'école de gendarmerie de Torogwe se sont engagés à respecter. À ces gendarmes qui vont bientôt faire leurs armes dans leurs unités, Alain Richard Donvaï a indiqué qu'ils doivent rester fidèles à leur engagement et rompre avec certaines pratiques qui ont encore malheureusement cours dans les rangs des forces de sécurité et de défense. Chassez de votre esprit la tentation du racket ou de la corruption qui gangrène certains agents de nos forces de sécurité. Avec ces 705 nouveaux gendarmes de Torogwe qui vont rejoindre leurs unités respectives, cela fait cette année avec l'école de gendarmerie d'Abidjan un total de 1405 sous-officiers affectés par la gendarmerie nationale pour renforcer ses effectifs dans la sécurisation des populations. Dans l'actualité économique sur le continent, l'Afrique du Sud retrouve sa place de leader. Le Nigeria, précédemment en tête, est maintenant en déclin, principalement à cause de la chute des cours du pétrole, de l'insécurité et aussi de l'inflation. Le pays ne fait plus rêver les investisseurs, mais les autorités nigérianes veulent relever le défi d'un repositionnement. Adama Kone. Le Nigeria n'est plus la première économie du continent africain. Son positionnement au sommet des économies africaines n'aura duré que 2 ans. Le géant d'Afrique de l'Ouest cède le fauteuil à l'Afrique du Sud. C'est le dernier classement fait par le Fonds monétaire international, FMI, à travers la comparaison des richesses nationales ou produit intérieur brut, PIB. Les causes de la baisse de forme de l'économie nigériane sont à chercher, surtout dans les tourbillons du pétrole. La chute des cours de l'or noir de près de 50% a fortement impacté les caisses de l'État. S'y ajoute l'insécurité au sud. En plus, les insurrections de groupes rebelles dans la région pétrolifère du Delta ne sont pas faites pour arranger les choses, au point que l'exploitation du pétrole est devenue difficile.
Conséquence, le Nigeria, qui produit désormais 1,5 million de barils par jour, vient d'être surclassé par son rival angolais comme premier pays exportateur de pétrole d'Afrique avec 1,78 million de barils par jour. Ce n'est pas tout. La crise humanitaire au nord, l'inflation et la pénurie d'électricité finissent d'effondrer l'économie nigériane qui perd de plus en plus la confiance des investisseurs. Les analystes annoncent une croissance de 4% sur les 10 prochaines années contre 7% précédemment. Mais le pays compte refaire surface en abandonnant le tout pétrole pour diversifier son économie. Pour cela, il compte retourner à la terre car l'agriculture est le seul secteur ayant réussi à enregistrer une embellie. Sur la scène économique, ici en Côte d'Ivoire, les directeurs généraux des impôts et le secteur privé se sont réunis pour plancher sur l'annexe fiscale 2017. Les deux parties vont analyser ensemble les propositions du secteur privé pour l'élaboration du document. Justine Saïdike. L'annexe fiscale 2016, qui en son temps était qualifiée de non consensuelle par le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean Kakou Diagou, contient entre autres mesures l'institution au profit des petites et moyennes entreprises d'une réduction de 25% de l'impôt foncier sur 2 ans à compter de leur date de création et l'exonération de ces PME de la contribution des patentes sur la même période. Cette année, l'État de Côte d'Ivoire tend la perche au patronat en vue de l'adoption d'une annexe fiscale 2017 dite consensuelle. À cet effet, l'administration publique et le secteur privé sont amenés à réfléchir et à échanger sur les mesures nouvelles dans ce cadre. L'atelier de ce jour s'inscrit donc dans la dynamique de concertation et de partenariat que la Direction générale des impôts entend engager et maintenir avec le secteur privé. Pour qu'on soit bien content de payer l'impôt, il faut qu'on sache exactement quel impôt que nous allons payer. Pas donc de fait de surprise désagréable. Et donc nous espérons que cette année fiscale donc, sera d'un bon cru et que les propositions que nous allons faire, une bonne partie de ces propositions donc, sera prise en compte par le gouvernement. Cette démarche est une avancée dans la redynamisation des rapports entre l'État et le secteur privé. L'annexe fiscale qui sortira de ces échanges et propositions permettra certainement au secteur privé d'aller de l'avant et facilitera la mobilisation de l'impôt en Côte d'Ivoire. 1500 travailleurs de la société de pêche et froid de Côte d'Ivoire seront licenciés à compter du lundi 22 août prochain. Le patron de cette entreprise avance des raisons économiques. Les travailleurs, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils se sont réunis ce vendredi à l'inspection du travail dans la zone portuaire à Vridi pour contester la décision de licenciement. Parga se reconnaît. Ces hommes et femmes genoux à terre dans la cour de la sous-direction de l'inspection du travail à Vridi Port en service à la société Pêche et Froid de Côte d'Ivoire seront licenciés le lundi 22 août prochain. Une décision du président directeur général de cette entreprise qu'il a signifiée à l'inspecteur du travail de la sous-direction Vridi-Port le 27 juillet dernier dans ce dossier de licenciement. Motif, la crise économique que traverse la société. Un argument jugé inexact selon les employés. Il parle de la dette de l'État qui n'est pas correctement payée. Alors qu'à notre connaissance, l'État devait 9 milliards qu'il a épongé. Aujourd'hui, il ne reste que 1,7 milliard. C'est-à-dire que l'État fait l'effort de payer. Ces propos des travailleurs de la société Pêche et Froid de Côte d'Ivoire, confirmés par les responsables du comité d'administration du régime franc, structure sous tutelle du ministère des Ressources animales et halieutiques. C'était au cours d'un point presse. Depuis la mise en œuvre du régime franc, les remboursements de la dette de l'État n'ont pu s'effectuer de façon régulière. Il en a résulté pour la période allant de 2006 à fin 2015 un cumul de dettes de l'État à hauteur de 9 milliards. De la même période de 2006 à 2011, aucun remboursement n'a été effectué. Toutefois, depuis 2011 et grâce aux efforts du gouvernement Daniel Kablan-Duncan, 5,3 milliards de cette dette ont été reversées aux entreprises franches
que sont Heron, Scodi, Pêche Froid et PPE. Approché, Mohamed Kachab, premier responsable de la société Pêche Froid de Côte d'Ivoire, a souhaité nous rencontrer très prochainement. Pour l'heure, il nous donne la raison de sa présence à l'inspection du travail. On est venu pour répondre à toutes les questions que l'inspection souhaite avoir comme réponse par rapport à la fermeture de Pêche Froid Côte d'Ivoire. L'employeur, tel que la loi le prévoit, a l'obligation de donner des explications très précises sur son projet. Les travailleurs au sortir de cette réunion doivent savoir le pourquoi de la décision prise par l'employeur. Ces 1500 travailleurs de la société Pêche Froid de Côte d'Ivoire ont désormais le regard tourné vers les autorités compétentes en vue de leur réinsertion. En politique, après l'opération de révision, la Commission électorale indépendante CEI a sorti une liste électorale provisoire. Elle a été remise ce matin aux représentants des partis politiques ivoiriens au siège de la Commission. La prochaine étape, les contentieux. Le chronogramme a été communiqué lors de la rencontre. Hamza Diaby. Après la fermeture des centres d'enrôlement le 24 juillet dernier, la CEI enregistre 376 546 dossiers d'enrôlement validés. La liste électorale comportait 6 300 142 électeurs. Aujourd'hui, 6 439 876 personnes figurent sur la liste provisoire remise ici aux représentants des partis politiques. Elle sera affichée du 20 au 27 août prochain dans tous les lieux de vote. Du 29 au 4 septembre, 29 août, 4 septembre, nous recevons les réclamations. Nous allons ensuite afficher ces réclamations pas dans les lieux de vote, mais à la commission électorale locale, au siège de la commission électorale locale. Et nous les affichons le 5. Nous ouvrons la réception ou le recueil des observations sur les réclamations du 5 au 9 septembre. Et là aussi, c'est au siège de chaque commission électorale locale. À partir du 10, la CEI a 7 jours pour délibérer. C'est le 19 que nous devons afficher dans les sièges des commissions électorales locales les décisions qui ont été prises suite aux réclamations et aux observations qui auront été faites. Si malgré tout un électeur n'est pas satisfait, il lui reste à porter l'affaire devant le juge qui, lui, a 8 jours pour rendre sa décision. Le président de la CEI a tenu à rassurer les représentants des partis politiques. Son institution met tout en œuvre pour aboutir à une liste électorale irréprochable. Youssouf Bakayoko a aussi évoqué le phénomène de convoyage des électeurs pour se faire enrôler dans une zone autre que la leur. Il y a dans cette opération beaucoup de risques. Le premier, c'est de fausser la géographie de la population dans les lieux précis. Aujourd'hui, ce problème a pris une telle importance qu'il nous faut résoudre cela rapidement. Pour y arriver, il sollicite le concours des partis politiques et du gouvernement. Le Parti ivoirien des travailleurs PIT est depuis quelques mois secoué par une crise de leadership. Le tribunal de première instance d'Abidjan a tranché. C'est le professeur Seka Joseph qui prend la tête du parti au détriment de son adversaire, Aïzi Aka Daniel. Herman Guivet. Des querelles intestines animent depuis plusieurs mois la famille politique PIT, le Parti ivoirien des travailleurs. Le jeudi 28 juillet 2016, le tribunal de première instance d'Abidjan, statuant sur le procès intenté par Aïzi Aka Daniel, ex-président du PIT, aux fins d'annuler le congrès extraordinaire du parti tenu le 1er août 2015, a tranché en faveur du professeur Seka Joseph. Une situation ambiguë qui avait conduit à un bicéphalisme à la tête du Parti ivoirien des travailleurs, conforté par la décision de justice prononcée en sa faveur. Le nouveau président du PIT, le professeur Seka Joseph, a un message pour les militants du PIT et lance un appel à la cohésion sociale. C'est le professeur Seka Joseph qui est le président légitime et légal du PIT avec ses collègues qui sont derrière lui. Il n'y a plus donc deux présidents au PIT, il n'y a plus deux PIT, il n'y a qu'un seul PIT. Inviter nos militants d'abord, puis le peuple ivoirien
dans cette situation, dans cette période difficile, à savoir raison garder pour ne pas que les difficultés que nous rencontrons, qui sont réelles, ne nous amènent à commettre des actes qui vont conduire vers l'irréparable. Privilégions la concertation pour qu'on puisse trouver les solutions aux problèmes qui se posent. Joint par téléphone, Aizi Akadaniel s'est exprimé. Je fais appel maintenant. Les militants ont introduit une autre requête en annulation de leur fameux congrès extraordinaire. Malgré la décision de justice prononcée, les soubresauts au sein de la famille politique PIT semblent loin d'être terminés. Kakoubrou, dit le maréchal Kabé, ex-membre influent de la FECI et de la Galaxie patriotique, est rentré en Côte d'Ivoire après plusieurs années passées en exil. Il a même pu réintégrer la fonction publique. Les populations du Saint-Louis ont célébré le retour de ce fils d'Aboisseau. Elles ont appelé les Ivoiriens encore en exil à rentrer en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Abou Sanego. On pourrait dire le retour du fils prodige. Après 5 années d'exil, Kakoubrou dit maréchal Kabé est de retour sur sa terre natale. Et à l'occasion, le Saint-Louis dans toutes ses composantes ethniques, religieuses et politiques s'est retrouvé pour célébrer le retour de son fils. Jour de réjouissance, mais surtout jour de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du retour des réfugiés et pour la réconciliation. Un sentiment de fierté. Donc nous devons être reconnaissants envers le président de la République pour ce geste qu'il a accordé à notre fils. À partir du retour de notre frère et notre fils de cette région-là, nous voudrions que ceux qui sont encore en exil comprennent que le processus de la réconciliation est en marche et que tout celui qui est en dehors de son pays par rapport à cette crise politique-là peut rentrer chez lui tranquillement parce qu'il n'y a pas de chasse aux sorciers. Et on croit qu'on sera tous vraiment unis dans l'avenir. Ceux qui n'ont pas encore compris comprendront plus tard. Le Saint-Louis a confié son fils Oman à travers un acte de purification. Kakoubrou, pour sa part, s'est engagé à servir la République avec loyauté et à œuvrer au retour des réfugiés encore hésitants. Nous voulons dire à nos camarades qui hésitent encore en tout cas de faire fuir cette peur qui dit que bon, si tu viens, on va t'arrêter ou bien tu seras pris quelque part. Ce n'est pas juste parce que nous sommes là, nous autres nous étions beaucoup connus, mais nous sommes rentrés et nous circulons librement. Donc la paix est là, elle la marche, il faut que chacun de nous puisse apporter sa contribution. Et la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. C'est en juillet dernier que Kakoubrou a mis fin à son exil ghanéen en même temps que l'ex-ministre Bertin Kadi. Les deux personnalités ont réintégré la fonction publique. Un acte fort qui devrait encourager les 45 000 autres réfugiés encore hésitants à regagner le pays. Fin de mission pour l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Terence Makelé quitte le pays après 3 années d'exercice. Avant son départ, il a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national par le ministre des Affaires étrangères, Abou Sanego. Terence Makelé fait ses adieux à la Côte d'Ivoire après y avoir passé 3 années en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique. Avant son départ, le diplomate américain a été fait commandeur de l'ordre national par le ministre des Affaires étrangères. Albert Touakeus Mabri lui a exprimé la reconnaissance du président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement pour la contribution des États-Unis d'Amérique aux efforts du gouvernement ivoirien en matière de paix et de réconciliation nationale. Monsieur l'ambassadeur, nous espérons que de retour dans votre pays, vous continuerez de rendre témoignage des aspirations profondes à la paix et au développement du peuple ivoirien et des efforts inlassables que déploient les autorités ivoiriennes à cet effet. Je voudrais également espérer que vous serez notre ambassadeur aux États-Unis d'Amérique. Terence Makelé a salué le partenariat entre son pays et la Côte d'Ivoire, qui, selon lui, a fait énormément de progrès au cours de ces 5 dernières années. Il se dit heureux de terminer sa carrière de diplomate en Côte d'Ivoire. Nous avons été heureux d'accompagner le gouvernement ivoirien et les citoyens de ce pays à avancer pour tourner définitivement la page sur les crises passées, pour reconstruire et consolider les institutions démocratiques et pour ramener la Côte d'Ivoire à sa place au centre de l'Afrique de l'Ouest en tant que moteur de développement économique dans la sous-région et modèle de stabilité politique.
Avant la Côte d'Ivoire, Terence Michael a servi en tant qu'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Nigeria, au Mali, au Niger, au Togo, au Sénégal, en Afrique du Sud et au Tchad. Diplomate de carrière du département d'État américain, il a pris service en Côte d'Ivoire en 2013. L'échangeur de la Riviera 2 est ouvert à la circulation des automobiles depuis 2014. Mais les piétons boudent le passage qui leur est réservé et traversent la chaussée malgré tous les risques. Une grille de 5 km vient désormais leur barrer la route et les obliger à emprunter le pont piéton. Patricia Omoitia. Traverser les voies de l'échangeur de la Riviera 2 est désormais impossible. Une barrière d'environ 2 km sépare les voies pour marquer une interdiction formelle de traverser, une mesure jugée salutaire par les usagers. Cette mesure de sécurité est vraiment une chose importante parce que la mesure où la population ne pouvant pas traverser les barrières, donc il fallait faire le tour. Et pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne initiative pour nous mettre en sécurité. Bon, si le gouvernement a fait ça, je pense que c'est bon. C'est bon pour la population. Avec la hauteur de cette barrière, il y a moins de chances d'apercevoir des piétons en train de traverser, les obligeant ainsi à utiliser le pont piéton. Puisqu'il y a le pont, tu viens net, tu marches sur le pont, tu traverses tranquillement. Ça évite vraiment les accidents. Quand moi je suis descendu, je ne savais pas qu'ils ont arrangé tout ici. À ma grande surprise, je demande aux gens, on dit il y a un pont piéton qui est là. En tout cas, je suis très contente. Emprunter le pont piéton pour allier les gares de Woro et de Gbaka, même si un petit détour est nécessaire, la sécurité n'a pas de prix. C'est mieux de faire le grand tour, c'est plus fatigant, mais c'est plus rassurant. Avec les grillages, on est dans l'obligation de faire le tour. Mais je pense bien que ça a été fait pour notre propre intérêt. Parce que c'est très risqué de traverser la voie, sachant très bien que les voitures viennent à vive allure. Maintenant, quand vous marchez jusqu'au fond, ça vous fatigue pas? Pas vraiment, puisque ça garantit notre vie, donc ça vaut le coup. Les solutions proposées pour interdire la traversée dangereuse des voies de l'échangeur de la Riviera 2 ont été largement adoptées par les usagers. Les pratiques dangereuses ont disparu, mais le problème persiste en certains endroits du réseau, à chacun d'être vigilant. Modernisation et réforme des universités ivoiriennes. Des étudiants d'universités et de grandes écoles ont reçu des bourses de formation. Ils vont pouvoir développer leurs compétences scientifiques et ce, dans les laboratoires de recherche. Grâce Kando. Le système ivoirien d'enseignement supérieur est confronté à de nombreuses difficultés. Il s'agit notamment d'un déficit de capacité d'encadrement des étudiants et le manque d'infrastructures pour accueillir les étudiants. Au regard de cette situation, le projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire AMUGE du contrat de désendettement et de développement CE2D apporte son appui. Des attestations de bourses de formation ou de perfectionnement ont été remises aux étudiants. Les bourses qui nous ont été octroyées représentent une grande opportunité car elles nous permettront d'effectuer nos formations respectives en toute quiétude et dans de très bonnes conditions. Après le master, il y en a qui vont aller vers le doctorat, devenir enseignants, donc renforcer donc les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, mais aussi ceux qui, après le master, vont entrer dans la vie active, vont pouvoir soit faire l'auto-emploi, ou bien être employés dans des entreprises et renforcer donc les capacités de ces entreprises. Ces bourses visent, entre autres, à favoriser les échanges scientifiques entre établissements français et ivoiriens et renforcer les capacités d'enseignement et de recherche. Il y a des fonds très importants qui ont été mobilisés pour cela. 20 milliards de francs CFA pour le premier exercice du C2D et maintenant 42,7 milliards de francs pour le deuxième, soit au total 62,7 milliards de francs. Au total, ce sont 31 étudiants qui ont été sélectionnés sur la base d'une grille d'évaluation composée d'un jury mixte franco-ivoirien.
L'African Startup Forum, un concours qui s'adresse à la jeunesse. Il est question de créer pour ces jeunes porteurs de projets innovants un cadre de financement et d'accompagnement pour la réalisation de leurs différents projets. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Université Félix Houphouët-Boigny et 3 structures privées ont signé une convention de partenariat. Herman Yamia. Signature de convention de partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et des structures privées au pôle scientifique d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Benjerville. À travers cette signature de convention, les différentes structures s'engagent pour la réussite du Forum économique des startups africaines. Le Forum économique des startups africaines, c'est de faire la promotion de la création de start-up, c'est-à-dire de très jeunes entreprises pour aider les populations vulnérables, c'est-à-dire les jeunes. Donc ce forum-là va leur permettre de venir présenter leurs différents projets et puis éventuellement de pouvoir obtenir des accompagnements techniques, financiers et de formation. Cette rencontre éminemment importante permettra aux jeunes de se familiariser avec l'entrepreneuriat et de devenir demain de grands chefs d'entreprise. 250 jeunes porteurs de projets sont attendus à ce forum. Les 15 meilleurs vont bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation de leurs projets. Au cours de cette cérémonie, la ministre Lee Ramata a procédé à la pose de la première pierre d'un bungalow range, un bâtiment modulaire préfabriqué. Cette technologie importée de la Hollande est une solution de maison préfabriquée utilisable à la fois pour les habitations et les bureaux. Pour la construction du bungalow range, les enseignants et les étudiants de l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières, particulièrement du laboratoire des géomatériaux, sont associés afin qu'ils s'imprègnent de cette technologie. Après la pose de la première pierre, le professeur Lee Ramata a également inauguré le centre technologique de production, une unité d'assemblage d'appareils informatiques et de téléviseurs. Dans ce centre d'incubation, elle a pu découvrir aussi des jeunes inventeurs. Quand vous êtes volé, la voiture est volée par exemple, et que même à partir d'une cabine téléphonique, ils ont pris votre portable tout, à partir d'une cabine de téléphone, à partir de n'importe quel type de téléphone, vous arrêtez immédiatement le véhicule. Ce produit, en fait, on va le pulvériser sur la carrosserie. Il y a dedans en fait, un principe en fait, actif qui permet en fait, d'encapsuler la saleté qu'il y a sur la carrosserie. Ces jeunes inventeurs qui vont également participer au Forum économique des startups africaines espèrent nouer de solides contacts afin de réaliser leurs rêves. L'ancien vice-président sud-soudanais Riek Machar, le principal rival du président Salva Kiir, a quitté le pays après des violences en juillet dernier. Il devait rejoindre l'Éthiopie, mais se trouverait actuellement en République démocratique du Congo. Le porte-parole de l'ONU à New York a annoncé qu'il avait été pris en charge par la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, avant d'être remis aux autorités congolaises qui avaient demandé son extraction et son transfert. Herman Guivet. Selon plusieurs sources, Riek Machar se cachait depuis plus de mois, depuis le début des combats meurtriers qui avaient cours dans la capitale. Des affrontements d'une violence extrême entre deux camps, l'armée fidèle au président Salva Kiir et les combattants de Riek Machar, le vice-président. Riek Machar serait en exil, la destination de son refuge, la République démocratique du Congo, selon une source onusienne. Riek Machar aurait donc quitté le Soudan du Sud pour échapper à la violence des combats, mais pour échapper surtout aux militaires déterminés à le traquer sans répit. En son absence, le chef de l'État Salva Kiir a nommé un autre vice-président, Taban Dengai. Après son passage en République démocratique du Congo, il serait attendu en Éthiopie. Dans le communiqué de son exfiltration, le parti de Riek Machar le présente comme le vice-président légitime et annonce qu'il tiendra une conférence de presse dans 24 heures. Noyé dans des querelles de pouvoir, le Soudan du Sud offre un visage défiguré où crise humanitaire et meurtre à grande échelle s'enchaînent. En sport football, à Séguéla, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le tournoi Dominique Ouattara est à sa 2e édition. L'objectif est d'offrir de belles vacances aux enfants de la ville, en particulier à ceux âgés de 8 à 15 ans, adeptes du ballon rond. Salif Ouattara. Deuxième édition du tournoi doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara a démarré à Séguéla sous le sceau de la fraternité. Cette compétition
co-présidée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le ministre Amadou Soumaoro, permettra aux enfants de 10 à 15 ans de passer sainement les vacances. Pour le président du comité d'organisation, Sendou Dosso, les rencontres doivent se dérouler dans un esprit de fair play, tant sur le terrain qu'autour du terrain. En match d'ouverture de ce tournoi, parrainé par le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Amadou Bakayoko, la formation de primature a disposé du Fizani Goro FC sur la marque de 2-1. Le maire Lassina Diomandé s'est réjoui de l'engouement suscité au sein des tout-petits. 8 équipes, à savoir Evo FC, Star Academy, Fizani Goro FC, Washington, FC Ismaïla, Primature, FC Vanette et Angbanza Junior prennent part à ce championnat, dont la finale est prévue pour le 10 septembre. Les taekwondoïnes ivoiriens sont ceux qui portent désormais les espoirs du pays aux Jeux olympiques de Rio au Brésil. L'Ivoirien Cheikh Cissé Salah est qualifié pour les quarts de finale dans la catégorie des moins de 80 kg. Bagby Ruth, également qualifiée pour les quarts de finale chez les moins de 67 kg, n'ira pas en demi-finale. Elle a été battue cet après-midi par la Française Abi Niaré. Quant à Mamina Koné, elle entre en lice demain samedi. Merci de nous suivre sur RTI 1. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoran. Moi, je vous dis à lundi. Très bonne fin de semaine à tous.